Aujourd'hui, moi je suis Antoine Aurelou. Je vous propose de parler de bâtiments et climat avec Stéphane Poufari, le fondateur de Énergie 2050, qui va nous dresser un peu le panorama de villes, bâtiments au cœur des enjeux du changement climatique. Et puis après enchaîner sur des solutions, donc une solution qui est la voûte nubienne sur l'Afrique de l'Ouest et aussi monsieur, monsieur Moussa Abou, architecte chercheur au Niger, qui nous présentera aussi sa solution bas carbone pour la construction. Donc tout de suite, la parole à Stéphane. Stéphane, quels sont les enjeux climat et bâtiment aujourd'hui? Comment on passe les machins? C'est intéressant, hein. Bon, bonjour à tous. Alors évidemment, la salle n'est pas obligatoirement pleine, mais ce qui ne diminue en rien l'intérêt du sujet. Et comme vient de le dire Antoine, pour le coup, la question du bâtiment est et devrait être centrale dans les négociations, puisque nous sommes tous en recherche de solutions. Et deuxièmement, si on élargit un tout petit peu la question du bâtiment à l'environnement construit, c'est le véritable mot en fait qu'on devrait tous utiliser, l'environnement construit, ben là on n'est plus dans les 30-40% du bâtiment, on est dans les 70-75% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc là on voit qu'on est en train de gérer quand même des chiffres qui ne sont pas dans l'épaisseur du trait, qui sont des réalités. Et deuxièmement, aujourd'hui, force est de constater que même si tout le monde en parle, c'est extrêmement difficile d'avoir une politique carbone stable, prévisible, tout bêtement parce qu'on travaille sur du diffus et que dès lors qu'on travaille sur du diffus, eh bien évidemment les trajectoires sont complexes à gérer. Et de plus, on travaille sur du diffus existant, ce qui veut donc dire encore plus difficile parce que le degré d'interventionnisme de quelque acteur que ce soit est plus complexe. Mais deuxièmement, on va aussi devoir anticiper sur du neuf. Donc là, on voit bien que c'est un autre challenge. Donc il y a déjà 2 paquets de challenges. Et le troisième challenge va être nos amis du Sud. J'ai un ami ici nigérien qui essaye, lui, de porter la parole depuis des années lui aussi. Et très clairement, on est confronté à des réalités complexes, puisqu'évidemment, les outils, les moyens, la connaissance, les financements, l'histoire même de la pratique professionnelle est différente chez eux et chez nous. Et pourtant, les défis sont là. Alors peut-être en 2 mots, je vais être assez rapide parce qu'on m'a demandé un peu de faire un panorama, mais juste pour que vous sachiez quand même pourquoi on est là et pourquoi on parle avec nos amis de l'AVN. Parce qu'on n'est pas là pas simplement parce qu'on va vous donner 3 chiffres. On est une association qui travaille sur la systémique du développement. Donc c'est un peu audacieux, c'est un peu complexe. Ça veut dire quoi? Eh ben, c'est tout bêtement le développement vu d'une manière globale, transversale, avec des traits d'union. Parce qu'on ne croit plus au sectoriel. Et c'est pour ça que tout de suite, j'ai élargi le développement, le bâtiment à l'environnement construit. Et au-delà même de ne plus croire au sectoriel, on ne croit plus à l'opposition des figures et des chiffres qui ne font que mettre des verrous partout qu'on démultiplie à l'infini. Donc on travaille sur des axes un peu transversaux, la grande transition, du coup le bâtiment, les villes, le carbone, le financement, l'eau, le genre. C'est très ambitieux, mais pour le coup, on travaille beaucoup en partenariat, parce qu'évidemment, on n'a pas vocation à recréer ce que font les autres, ou quand ça marche, au contraire, on se met derrière, et quand il y a besoin d'innovation, on crée. Voilà. Donc évidemment, on a des piliers, on en fait des piliers projets duplicables, concrets, de la formation, de la publication, beaucoup de conférences, vous le verrez, et puis aussi des outils, vous en verrez quelques-uns, dont certains d'ailleurs pourront très clairement se combiner avec nos amis d'AVN, puisqu'ils ont déjà, eux, une grande pratique professionnelle avec une démultiplication de cas d'école qui, du coup, deviennent une référence exemplaire. Alors, juste pour vous dire un peu des exemples de conférences, d'ateliers, on en a partout. On est actuellement à moins de 4 ans et demi, on est dans 50 pays, avec des conférences un peu partout, des publications dans à peu près toutes les langues et des projets concrets dans une cinquantaine de pays, donc on est assez fiers. Au niveau, par exemple, des négociations, pour que vous compreniez pourquoi on est ici, c'est nous qui faisons le guide des négociations pour la francophonie. Donc c'est la Bible des négociations. On vient de sortir le guide des négociations pour le citoyen. On travaille aussi sur, par exemple, le bâtiment, pour vous dire toujours pourquoi on est là aujourd'hui avec nos amis de la voûte nubienne. Sur le MRV, c'est tout ce qui est la mesure reportée et vérifiée dans le cadre du carbone sur l'environnement construit. Sujet très complexe, mais néanmoins très important. On a pas mal d'initiatives avec des gros bébés, comme l'initiative Bâtiment et changement climatique du Programme des Nations Unies pour l'environnement, Resource Efficient Cities, et on a fondé l'initiative de la francophonie pour des villes durables, où il y aura un événement demain matin dans le pavillon francophone en zone bleue. C'est cette initiative, donc je le passe parce que je vais arriver très vite aux chiffres un peu globaux. On a des projets concrets, puisque évidemment, là, je vous ai parlé des grandes initiatives, des grandes politiques, des grandes choses. Par exemple, on a un programme de rénovation d'hôtels presque zéro énergie, pour l'instant centré 10 pays européens, mais qui va vers nos amis du Sud. On a à peu près 150 projets pilotes qui tournent avec une plateforme qui s'appelle Sustainable Building and Climate Initiative, toujours concentrée sur le carbone, sur comment on mesure le carbone. Et on a des formations, alors ça c'est un exemple qui rentre toujours dans la même initiative, avec l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme, qui couvre 14 pays de l'UMOA. Et là, on a mis en place le premier module transversal sur des architectes, des gestionnaires urbains et des urbanistes,
pour mettre en place le questionnement sur la transition énergétique dans l'environnement construit, qui est une grande nouveauté en Afrique. Alors, pour revenir à la question de la COP climat, évidemment, vous l'avez compris, c'est une année charnière. D'accord ? Donc ça, vous avez bien compris que c'est extrêmement complexe. Et je vais faire tout de suite un petit clin d'œil qui va interpeller d'ailleurs, qui sera certainement, j'imagine, le point d'entrée de AVN, c'est les contributions qu'ont fait les pays. J'imagine que vous êtes tous au courant de ce qu'on appelle les contributions prévues et déterminées au niveau national. En anglais, c'est la INDC. Tout le monde est au courant ou non? Personne n'est au courant? Ce sont les contributions, puisqu'on est parti dans un processus inverse depuis quasiment Durban, et même que ça a été confirmé à Doha. Très clairement, on a demandé aux pays d'écrire ce qu'ils allaient pouvoir mettre comme objectif sur la table en termes d'atténuation pour rester dans la fenêtre des 2 degrés. Donc on est dans un processus bottom-up qui est inédit dans le cadre des négociations climat, sachant bien évidemment que les pays du Sud, qui n'ont pas d'objectif d'atténuation prioritaire, plutôt des impératifs de développement, ont pu mettre, parce que ça a été la liberté qui leur a été donnée, mettre en place des processus d'adaptation avec des trajectoires conditionnelles, c'est-à-dire je reçois du financement, je change ma trajectoire de développement, ou des inconditionnels, c'est-à-dire je change d'office ma trajectoire de développement pour des logiques économiques nationales, évidemment, parce qu'ils ont les mêmes impératifs que nous. Donc les CPDN, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce dont on est en train de parler ici pour l'accord 2020-2030. L'accord de Paris repose essentiellement là-dessus. Et pour l'instant, on espérait tous être dans la fenêtre des 2 degrés. Vous savez, le célèbre 2 degrés. Sauf qu'on est actuellement plutôt sur un scénario 2,7-3,5. Donc déjà, au tout début de la COP, le chiffre n'y est pas. Mais pour revenir au CPDN de nos amis du Sud, ce qui est tout à fait intéressant, je ne parlerai pas de ceux du Nord parce que c'est encore un autre débat, mais on pourra dire un mot. Mais pour nos amis du Sud, énormément de CPDN ont mis l'environnement construit dans leur CPDN. Alors c'est une forme de nouveauté, ça paraît banal quand je le dis, parce qu'on a un petit groupe, vous allez vous dire, mais c'est évident, on en parle tous, mais non, ce n'est pas du tout évident, c'est une véritable révolution de pensée. Pourquoi? Parce que même eux, ils ont tous, comme chez nous d'ailleurs, du mal à faire le lien entre j'agis aujourd'hui, j'anticipe un besoin énergétique de demain. Je vais le dire différemment, je n'agis pas aujourd'hui sur mon bâtiment, j'ai un verrou énergétique entre 25 et 50 ans. C'est clair pour tout le monde? Je me plante dans la conception de mon bâtiment, je viens de créer un besoin de rafraîchissement. D'accord? Je me plante dans la conception de ma ville, je viens de créer un verrou énergétique. D'accord? Donc dès lors qu'aujourd'hui on n'anticipe pas, on a beau travailler sur l'adaptation, ça n'a pas de sens. Donc l'environnement construit, fort heureusement, certains pays l'ont mis dans leur CPDN. Le Sénégal, le Togo, le Bénin. Alors on a tous fait du lobbying. Nous on a eu la chance de faire 7 CPDN, ce qui est assez unique. Je crois qu'on est la seule ONG quasiment internationale à avoir fait 7 CPDN, dont celui du Togo et une partie de celui du Sénégal. On a fait un peu celui du Burundi, on a travaillé au Djibouti. Et tout ça pour dire qu'on a eu les mains dans le cambouis. Et je peux vous dire, quand il parle du bâtiment, c'est super important. Alors, pour maintenant revenir un peu aux chiffres. Je viens de vous le dire, les chiffres sont éloquents. Sur la question de l'environnement construit, évidemment, vous avez quelques chiffres ici, 60 à 80% de l'énergie produite, 75% des ressources naturelles. Donc j'ai envie de dire, je vais toujours un peu vite, mais néanmoins, je vais vous dire, ces chiffres-là sont préoccupants aujourd'hui. Je le fais un petit temps de silence, aujourd'hui. Demain, ils ne vont pas être préoccupants, ils sont juste alarmants. Pourquoi? Parce que, en particulier chez nos amis africains, beaucoup de gars du Nord n'y croient pas. Nous, ça fait 30 ans que j'en parle, on est tous en train de dire, ça va se passer chez eux. Il faut savoir que la révolution dans l'environnement construit va se passer là-bas, pas chez nous, où on est en train de gérer un stock d'existants, pas en Asie, où ils ont déjà eu leur transition urbaine, ça va gérer en Afrique, pour plein de raisons, de migration de population, de pauvreté, de nécessité de tout bêtement essayer d'aller vers des pôles économiques, et aussi tout bêtement parce qu'il y a une expansion démographique énorme. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que nos amis africains, je regarde mon ami nigérien, mais on peut le dire aussi à d'autres, très clairement, ils vont subir ce qu'aucune société n'a connu aujourd'hui. C'est clair? Ça, retenez-le, aucune société. Ils vont avoir, dans les prochaines décennies, en clair, dans les 20 à 30 prochaines années, 2 milliards d'urbains supplémentaires. Je peux vous redire le chiffre, 2 milliards d'urbains supplémentaires. Alors nous, on a fait des tonnes de calculs, de choses pour ONU Habitat, pour le PNUE. Donc tout ça, c'est argumenté par la plupart des institutions et organisations non gouvernementales, professionnelles, onusiennes ou autres. Très clairement, 2 milliards d'urbains. Ce qui veut dire qu'en clair, le nombre de bâtiments à construire, vous faites juste une petite calculette, c'est juste infernal. Deuxièmement, la ville africaine est une ville subie. Alors c'est un mot que j'emploie avec toute la bienveillance des institutions africaines, entre autres les gouvernements locaux africains qui emploient les mêmes mots. Ça veut dire quoi, subi? Ça veut dire qu'ils ont un problème de planification territoriale, un problème de décentralisation, un problème de capacité économique, un problème aussi des fois tout bêtement de technologie et aussi un problème de temporalité. Comment peut-on gérer une telle transition urbaine quand on part déjà dans une ville fracturée,
avec des bâtiments très souvent mal construits, énergivores, et souvent avec des raretés de ressources à la fois publiques, à la fois privées et à la fois de compétences, d'où le besoin de former les architectes, comme je vous ai dit, ce qu'on faisait au Togo. Vous voyez à peu près tout le paysage. Donc on est confronté à une espèce de bulle explosive. Et si on ne gère pas ça, on aura beau essayer de faire des stratégies d'atténuation, voire même d'adaptation chez nos amis africains, très clairement, ça ne marchera pas. Donc vous voyez bien que l'enjeu du bâtiment, on n'est pas simplement en train de raconter une belle histoire, qu'elle soit esthétique, qu'elle soit fonctionnelle, qu'elle soit énergétique. On est en train tout bêtement de parler d'un verrou qui fait que l'Afrique ne pourra pas se développer si on ne gère pas le verrou africain sur l'environnement construit. Et je peux vous assurer que beaucoup d'Africains en sont conscients, beaucoup d'Africains en sont déjà victimes, beaucoup d'Africains sont confrontés à cette réalité. Je vous donne un chiffre, Djibouti, dans les logements à peu près sociaux, 50% de revenus d'un foyer est consacré aux besoins en rafraîchissement. Ce qui veut dire que les familles dorment dans la même chambre le soir, parce que quand ils doivent mettre la clim, que c'est une période très chaude, d'accord, je ne parle même pas du tropical humide, bah, très clairement, qu'est-ce qui se passe? Ils n'arrivent pas à vivre. Donc ça veut dire qu'on est déjà dans des verrous réels, que ça crée de la vulnérabilité qui s'additionne à une vulnérabilité déjà économique de ces familles. Donc tout ça fait une spirale bien évidemment non durable. Et aujourd'hui, vous devez le savoir, demain, il y a un Buildings Day qui est ici. Donc, je pense qu'AVN a été associé, nous on est associés, tout le monde est un peu associé sur ces sujets, mais c'est enfin intéressant qu'on en parle officiellement, sauf que les gens ont un peu la mémoire courte. Déjà à Copenhague, on avait fait un side event qui s'appelait Buildings Count for Climate. À l'époque, je travaillais pour le PNUE et pour l'ADEME. On l'avait fait, on l'avait eu salle comble, mais il n'y avait pas eu un mot sur le bâtiment dans la décision ou la pseudo-décision de Copenhague. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui on en parle. Espérons que ça ne va pas être du bidon. Parce que très clairement, on doit mettre en place des politiques fortes dans les CPDN, dans les processus fonds verts pour le climat ou autres, en faveur de l'environnement construit. Parce que vous avez compris que c'est un sujet sérieux et que chaque jour qui passe, il y a des milliers, voire des millions de mètres carrés qui sont construits et qui sont inappropriés, en clair, qui ne sont pas climato-compatibles. D'accord? Alors, je vais aller très très vite pour conclure, pour ne pas prendre trop de temps de parole. Je vous ai parlé du taux de l'urbanisation. Alors tout ça, évidemment, si vous voulez les présentations, on vous les donne avec grand plaisir, plus toutes les documentations. Voilà, vous demandez, je vous donne l'adresse, il n'y a aucun souci, bien évidemment, ou même via AVN, avec plaisir. Donc du coup, je vous en ai parlé au niveau des choses. Je vais juste continuer quelques petits sujets. Ça, je l'ai un peu dit parce que je vais aller vite. Alors, au niveau de l'adaptation, je voudrais juste conclure sur un petit mot. Pour vous expliquer qu'il faut que là aussi, on change notre manière de concevoir l'adaptation dès lors qu'on va parler de l'environnement construit. D'accord ? Donc, aujourd'hui, on est censé travailler pour diminuer la vulnérabilité des pays en développement. Ça, c'est la première chose. Dans le cadre de l'accord climat, on est en train tous essayer de se concentrer sur l'atténuation, réduire les émissions de gaz à effet de serre. J'ai déjà parlé tout à l'heure de la contrainte de l'adaptation pour nos amis du Sud, mais très clairement aujourd'hui, on a une ambiguïté dans le texte. Dans le texte qui est en train d'être négocié et qui fait que tous les opérateurs qui travaillent dans l'environnement construit ont un rôle majeur, et là j'insiste bien, majeur à faire avec nos amis des délégations, mais aussi avec les négociateurs, et puis aussi avec vous, nous, les acteurs sur le terrain, c'est très clairement de comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, nous n'allons pas avoir assez de financement pour gérer cette masse de bâtiments. Ce n'est pas possible. Même si on imagine un processus public-privé, un processus fonds vert, tout ce que vous voulez, le fonds tout ce que vous pouvez imaginer, un marché carbone, ça ne pourra pas suffire. Donc ce qui veut dire qu'on va devoir rentrer dans une intelligence pour comprendre la logique de développement de nos amis du Sud, donc l'impératif au développement, comment on crée ces pratiques professionnelles nouvelles dans le plus près de la réalité par rapport aux moyens disponibles, d'accord ? Et ça, c'est une nouveauté qu'on essaie d'introduire dans le débat des négociations. On le fait avec la francophonie, on l'a fait au Togo. C'est d'expliquer aux gens qu'on ne doit plus leur parler d'atténuation sur l'environnement construit. Pourquoi? Parce que c'est inapproprié. Je prends l'exemple du Togo, 0,03%. 2030, 0,05%. On a fait leur CPDN. C'est juste inapproprié de leur parler de réduction. Même si eux, ils se sentent concernés par la réduction. Donc là, on doit re-questionner le bâtiment, exemple, par rapport à diminuer la vulnérabilité du pays. En clair, la facture énergétique, le coût du délestage, le coût social de l'énergie, d'accord ? Diminuant cette vulnérabilité, je crée des ressources que je peux commuter, ce qu'on appelle du coût-bénéfice, sur des processus d'accompagnement de l'environnement construit, qui peut être complété par des processus fonds verts, fonds d'adaptation, du bilatéral ou de tout ce que l'on veut. Chemin faisant, je peux mettre en place des politiques qui vont diminuer la vulnérabilité territoriale, le tout accompagné par la planification territoriale qui va être concomitante avec des nouveaux outils pour le bâtiment, et Dieu sait s'il y en a, d'accord ?
sur les bâtiments tropicaux en particulier, puisqu'une partie de l'Afrique est dans cette zone-là. D'accord ? Et une fois qu'on a fait ça, on peut commencer à rentrer sur des processus progressivement de masse. Et ça, il y a une urgence, j'ai envie de dire, qui doit se calculer en années. On ne peut pas se permettre de se dire 2050, j'aurai un processus historique qui va marcher. C'est 2016, on doit être sur la table. 2017, on doit être d'action. 2020, il doit y avoir un programme de masse. Je fais un petit clin d'œil à nos amis d'AVN. Ils ont déjà quelque chose de masse. Ils vont vous en parler. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est avec eux. Parce que très clairement, on pense que son type de processus peut être démultipliable rapidement. Et on doit à tout prix s'appuyer sur ce genre de choses pour essayer d'imaginer des choses plus ambitieuses, certes, mais néanmoins, qui tout de suite vont toucher le plus grand nombre. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je vous remercie. Et puis, bien sûr, si vous voulez des coordonnées ou autres, on vous les donne après, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci Stéphane, bravo. Donc je propose de passer au concret et justement de voir comment est-ce que concrètement on peut réussir à démontrer qu'une solution technologique est appropriée à un besoin spécifique sur une zone spécifique, en l'occurrence la voûte nubienne. Avec la voûte nubienne et aussi le sujet c'est comment est-ce qu'on fait justement pour massifier. Stéphane, tu disais que on était déjà sur une masse, mais aujourd'hui les résultats de la voûte nubienne sont intéressants mais ne seront bien entendu pas suffisants. On a fait pas mal de choses, mais je vous propose peut-être de commencer directement par le film, parce que c'est quelque chose de très visuel, et puis après de laisser Thomas Granier, le fondateur et directeur général de la voûte nubienne, expliquer plus en détail, notamment ici, comment est-ce qu'on fait pour intégrer notamment ces questions-là aux politiques nationales, aux politiques publiques, et comment est-ce qu'on trouve des leviers pour faire changer d'échelle à ces solutions. Parce que les solutions, souvent, on les a, mais la question, c'est comment est-ce qu'on les amène à l'échelle pour le plus grand nombre et le plus vite possible. Donc ça, c'est un film qui a été réalisé avec le soutien du Fonds français pour l'environnement mondial, qui fait 9 minutes. Et je profite de cette petite seconde là pour vous rappeler que donc on organise en zone bleue demain avec Énergie 2050 à 11h15 un side event avec plusieurs ministres africains. Et voilà le film tout de suite. En Afrique sahélienne, du fait de la déforestation et de la désertification, le bois utilisé traditionnellement pour les toitures n'est plus disponible. Les toitures de tôle, seules alternatives proposées actuellement au plus grand nombre, et les constructions en parpaing de ciment sont inadaptées. Les populations sahéliennes sont enfermées dans un cercle vicieux de pauvreté. Elles sont dans l'obligation d'affecter à l'achat de ces matériaux importés leur faible budget d'alimentation, de santé et d'éducation pour des résultats architecturaux inadéquats. Aujourd'hui, il est estimé que plus de la moitié des populations sahéliennes n'a pas accès à un habitat décent. La croissance démographique et les conséquences du réchauffement climatique dans ces régions imposent un changement des modes de construction. La voûte nubienne apporte des solutions à ces problématiques. En 1998, Thomas Granier, maçon français, et Siri Youlou, agriculteur burkinabé, ont redécouvert une technique de construction ancestrale originaire du Haut-Nil et historiquement inconnue des autres régions africaines, la voûte nubienne. Réalisée à partir de matériaux locaux disponibles en grande quantité, cette technique a été simplifiée et standardisée au maximum afin de s'inscrire dans une économie et des savoir-faire locaux et permettre son appropriation par les populations. La solution nubienne pour contribuer d'abord à la protection des espèces forestières, parce que la voûte nubienne sera construite uniquement avec de la terre. On n'aura pas besoin de couper du bois, de l'arbre pour faire la case. On n'aura pas aussi besoin d'aller acheter les matériels importés comme la tôle, le fer, qui prennent beaucoup d'argent pour les populations. En termes de durabilité, la voûte nubienne est meilleure que les autres bâtiments. En termes de confort, de la chaleur ou de la fraîcheur, nous sentons que c'est quelque chose qui peut augmenter la durée de vie de la personne âgée d'abord. Il n'y a pas lieu de comparer les bâtiments en voûte nubienne avec les bâtiments en tôle en matière de prix. La comparaison, c'est par rapport à la qualité. En tout cas, tous les visiteurs qui viennent ici, vraiment, ils veulent construire.
équipes de l'association Voûte Nubienne sensibilisent les populations à cette solution d'habitat et incitent des jeunes à se former au métier de maçon Voûte Nubienne. Cette méthode d'amorce de marché vise la diffusion à grande échelle de la solution technique. Pour renforcer son action, l'association s'appuie sur des organisations de la société civile et des organisations paysannes. Ces acteurs sont des relais essentiels à l'émergence et à la croissance du marché de la voûte nubienne. La construction voûte nubienne fournit localement davantage d'activités génératrices de revenus que les autres techniques de construction existantes. Une grande partie des emplois est constituée de main-d'œuvre non qualifiée. La formation de base est une formation sur le tas, donnée par des artisans maçons à leurs apprentis dans une logique d'économie réelle, de chantier réel. La main-d'œuvre représente 96% du coût du gros œuvre. Aujourd'hui, ce sont plus de 400 maçons qui vivent de leur métier à temps plein ou en complément de leurs activités agricoles. Maintenant, la filière d'artisans maçons est effective et dynamique. Les maçons voûte nubienne ne sont pas salariés de l'association. Ils sont indépendants et directement payés par leurs clients. On travaille, on gagne un peu d'argent. On peut dire que ça a changé. On n'est plus comme avant, comme on faisait rien. Tu sais, la voûte, nous, on continue toujours à former. On n'est jamais travaillé sur un chantier sans former les maçons. Même si la formation, ça se passe sur le terrain, nous aussi, on a un rôle important à jouer pour appuyer à la formation. AVN renforce la formation sur les chantiers par la mise en place d'ateliers dispensés par une élite de maçons qualifiés, apporte un soutien à la gestion entrepreneuriale et développe les partenariats avec des architectes, des entreprises, des centres de formation professionnelle dans une optique de recherche et développement afin de répondre aux attentes du marché urbain et institutionnel. Je remercie les voûtes libyennes puisqu'ils m'ont appris, après 50 ans du métier, je viens d'apprendre quelque chose que je ne savais pas. Ce qu'on veut que ça arrive, c'est l'autonomie du marché. On veut que sans AVN, les gens continuent à construire la voûte nubienne, qu'il y ait des maçons formés, de la demande et que le marché soit autonome. Pour accélérer la formalisation et l'autonomisation du marché, AVN met en place avec ses partenaires de nouveaux outils d'accès au bâti. Microfinance Habitat, projet de lotissement VN, subventions ciblées. AVN accompagne et incite les partenaires politiques et autres acteurs de la filière Habitat à intégrer le concept VN. La voûte nubienne a été rapidement adoptée par les autorités locales. Et l'ARD a poussé les structures techniques et nous constituons aujourd'hui un grand ensemble où chacun a son rôle à jouer pour la promotion des voûtes nubiennes dans la région de Saint-Louis. Ce sont les conditions de vie et d'habitat qui contribuent le plus à la santé et au bien-être des populations. La voûte nubienne doit être accompagnée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable parce que ça répond parfaitement à notre politique de gestion des ressources et de lutte contre la pauvreté. Depuis 2000, avec une croissance annuelle moyenne du marché de 30%, ce sont plus de 2800 voûtes nubiennes qui ont été construites au Burkina Faso, au Mali et au Sénégal, et plus récemment au Bénin et au Ghana. Cela représente 1500 chantiers qui ont permis la formation de 400 maçons pour 2 millions d'euros d'économies locales générées, 55 000 tonnes potentielles de CO2 économisées et 20 000 bénéficiaires. Les multiples usages de la voûte nubienne et les nombreuses demandes en construction pour des habitations privées, mais également pour des bâtiments communautaires, confirment la pertinence de cette solution constructive. Aujourd'hui, l'impératif, c'est l'implication des États, des ministères, des collectivités territoriales, des bailleurs multilatéraux et bilatéraux des États sur les questions environnementales, sur les questions d'adaptation et d'atténuation au changement climatique, sur les questions de savoir-faire, de formation professionnelle,
dans la filière de l'habitat adapté et sur le programme de la voûte nubienne. C'est pour appuyer ce changement d'échelle que depuis 2012, le Fonds français pour l'environnement mondial soutient et accompagne le programme de l'association La Voûte Nubienne aux côtés d'autres bailleurs publics et privés. Dans le cadre de notre politique de RSE, on a un grand rôle à jouer en finançant, en acceptant ou en contribuant au financement avec la voûte nubienne, être un investisseur social qui permet à la voûte nubienne d'agrandir, de bien vulgariser, de bien former et de faire aimer et encore faire aimer les ouvrages de voûte nubienne. La voûte nubienne est vraiment l'outil qu'il faut promouvoir à une grande échelle pour que les effets soient ressentis pour notre pays. Et juste par rapport aussi au réchauffement climatique, là, je pense que nous, on doit contribuer. Nous, Africains, vraiment, on doit contribuer. Et pour moi, il y a vraiment... je propose la voûte nubienne, quoi, pour notre contribution africaine. Peut-être passer, il nous reste une vingtaine de minutes, passer directement peut-être à des questions à Thomas Granier sur le challenge, plus que... Ah, le petit film aussi, j'aurais bien... Non, mais je voulais te poser une question à toi en fait directement sur les challenges en fait, juste pour compléter le film et puis après on passera le film de monsieur. Sur aujourd'hui, quels sont les challenges majeurs aujourd'hui pour le développement à grande échelle de la voûte nubienne? Oui, bonjour, merci d'être là. Pour moi, clairement, aujourd'hui, le challenge, c'est on a aujourd'hui une croissance de 30% sur des chiffres qui sont trop bas, qui sont très modestes encore en termes de construction de chantiers ouverts tous les ans. Cette croissance est intéressante, mais elle va forcément avoir tendance à s'écraser quand le nombre de chantiers va grandir. Donc l'idée, c'est de pérenniser une croissance à 30% et de l'augmenter. Pour ça, il faut des mécanismes financiers qui permettent d'abord la subvention du bâtiment, un peu comme ce qu'on a les mécanismes en Europe pour la transformation du parc, des parcs immobiliers sur les questions énergétiques. Donc la transformation, la subvention du bâtiment, la microfinance au service de l'habitat et l'implication des États dans des moyens financiers et dans la construction des bâtiments institutionnels en voûte nubienne ou d'autres techniques. D'ailleurs, la voûte nubienne n'est pas la seule alternative aujourd'hui, il y en a d'autres. Et puis, dernière chose, évidemment, mettre l'accent sur la formation professionnelle et sur pousser les États et les opérateurs à permettre la formation. Le marché, moi je me suis fait le défenseur d'un marché pendant très longtemps, le marché étant la façon de prouver l'intérêt d'une proposition et de la faire se dupliquer. Aujourd'hui, je pense qu'il faut passer à un marché subventionné. C'est un peu difficile à dire, mais je pense qu'il faut, pour accélérer les processus de vulgarisation, subventionner le marché privé et utiliser le marché public pour faire passer les innovations. Voilà. Ok, merci. Donc, tout de suite, une proposition technique, Cécilia, si tu veux bien lancer, sur le Niger. 50% de la population sera urbaine en 2025 et 50% en 2050. Le besoin de construction, comme ailleurs en Afrique, va être énorme. Cela pose un double défi. Le coût du bâti. Au Niger, 25% de la population sera urbaine en 2025 et 50% en 2050. Le besoin de construction, comme ailleurs en Afrique, va être énorme. Cela pose un double défi. Le coût du bâti et l'impact environnemental. Moussa Abou est architecte et chercheur-inventeur de Niamey. Pour relever ce challenge, il a mis au point et breveté un procédé de construction en moellon et voile composite. Une innovation plusieurs fois primée, notamment en 2013, au Salon international des inventions de Genève.
Ces recherches lui ont permis d'allier techniques traditionnelles et matériaux industriels. Sur le plan économique, la méthode Abou permet de réduire de moitié les coûts des grosses œuvres, ainsi que le temps de mise en œuvre. Côté environnemental, l'utilisation de matériaux locaux améliore le bilan carbone. La diminution de 96% du bois de coffrage évite la déforestation. Quant aux briques innovantes, elles accroissent l'efficacité énergétique des bâtiments grâce à une forme de climatisation naturelle. L'utilisation de la méthode Abou de construction permettrait donc de créer des emplois verts, de rendre accessible un plus grand confort d'habitation, tout en apportant sa pierre et celle du Niger à la lutte contre le changement climatique. Bravo. Est-ce que vous pourriez juste nous dire en 2 secondes quelles sont les spécificités justement de cette technique et puis éventuellement des liens possibles avec la voûte nubienne? Merci. Aujourd'hui, le problème de la pauvreté se pose. Et je ne suis pas loin en fait de la voûte nubienne parce que même moi j'ai commencé par là, mais c'est pour juste apporter un plus dans ce qu'on fait, ce qui fait que le film a tout résumé. J'ai renversé juste la tendance, c'est-à-dire si je prends les matériaux locaux, 70% sont locaux et 30% sont industriels. Je ne peux pas dire plus que ce qui a été dit, hein. Et puis c'est des constructions parasismiques et aussi il y a une différence de 6 degrés par rapport au béton, à la brique en ciment. Et autres. Donc c'est cela. Merci. Techniquement, ça consiste en quoi là? Quelle est la spécificité technique de ce que vous proposez? Parce que je pense qu'on Donc la spécificité technique, c'est qu'on supprime le coffrage en bois à hauteur de 96% et on réduit l'utilisation de fer à béton de 75% et la consommation du ciment aussi est réduite de 50%. Et comme vous l'avez vu, la spécificité, c'est qu'on utilise peu d'outillage. Donc c'est ce qui nous permet d'aller vite. C'est pour cela que le temps de mise en œuvre est réduit de 50%. Parce que les coffrages ont une spécificité, c'est que les coffrages ralentissent énormément l'avancement des travaux. D'accord, mais c'est une brique alors du coup? C'est ça la spécificité technique, c'est la brique? La spécificité technique, c'est la brique et puis la rationalisation des matériaux de construction. D'accord, c'est une brique compressée? Non. Expliquez-nous. C'est une enveloppe, donc juste qui peut contenir de l'argile ou de l'altérite pour avoir le confort thermique. D'accord. Donc en fait, ce n'est pas une maçonnerie, c'est carrément des voiles composites. Quand on dit voile, donc il n'y a plus de moitié de pose et on n'a pas de coffrage dans ce cas précis et ça nous permet d'aller vite, comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, et qui est au parfum de tout ce qui se passe en Afrique, hein. Et même en Asie, j'ai eu à le rencontrer à Singapour. Donc vraiment, c'est un monument qu'on a devant nous, hein. D'accord. Et aujourd'hui, comment est-ce que vous faites justement pour propager la technique? Quelles sont vos méthodes pour la diffuser? La méthode, c'est juste, je compare, par exemple, je prends l'exemple du Niger. En 2011, on avait 2 milliards pour construire 134 logements, suivant la méthode classique. Lorsque j'ai été approché, on a réalisé 174 avec 1 milliard. Ça veut dire qu'avec la même enveloppe, on peut faire 2 fois. Ok, très bien. Merci. Et avec une haute intensité de main-d'œuvre. Parce que, pourquoi j'ai dit 70% des matériaux locaux, rien que par le ramassage, ça fait une valeur ajoutée. Je vous remercie. Ok. Et votre objectif, du coup, ici à la COP, à tous les deux, monsieur? Donc, l'objectif, c'est que c'est inscrit, comme l'a dit M. Stéphane tout à l'heure, c'est inscrit dans les INDC du Niger. Donc, et on est venu avec une requête de financement de 20 000 logements, 42 000 classes. Et ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'on peut faire même des caniveaux avec la même technique. Je vous remercie. Ok, merci. Monsieur Granier. Notre objectif à la voûte nubienne, c'est de mettre en avant les questions d'habitat pour le plus grand nombre en Afrique dans les réflexions et les propositions qui pourraient être faites. De la même manière,
que les négociations prennent en compte les questions d'habitat et puis faire connaître les propositions techniques, renforcer les partenariats, voilà, puis user les semelles de nos chaussures. Je crois que c'est un peu ça, on va s'y mettre. Ok, merci. Peut-être Stéphane, un dernier mot pour dire un peu ce que tu penses de tout ça et comment est-ce que toi tu peux soutenir la démarche et aussi à la COP21, ce que tu peux faire. Excuse-moi. Et juste parler de l'initiative, parce qu'on a juste travaillé, on a commencé à travailler avec Énergie 2050 et donc AVN, on en avait parlé tout à l'heure, sur des réflexions sur le lien, sur l'énergie, c'est-à-dire le côté efficacité énergétique pour la voûte nubienne et puis apport énergétique passif aussi de l'autre côté, enfin dynamique, pardon. Bon, merci à tous. Bon, alors, du coup, comment on peut contribuer? Effectivement, il faut mettre en place... Ça marche. Oui, alors... Peut-être en 2 mots, parce qu'effectivement, on n'est pas trop nombreux, mais il y a quand même des suites. Il faut que vous regardiez un peu les programmes d'activité. Il y a plein de choses qui vont se passer pendant ces 2 semaines. Ici, en zone bleue, pour ceux qui ont accès, dans la galerie des solutions, pour ceux aussi qui ont accès, et après au Grand Palais. Donc sachez qu'il y a quand même un bouquet de choses où il faut aller, parce qu'il y a pas mal de choses qui vont se passer. Mais pour compléter un peu ce qui a été dit, je pense qu'effectivement, il faut qu'on re-questionne un peu les méthodes d'outils et de financement qu'on peut avoir. Donc il y a soit le financement dont on a parlé, qui est un peu financement qui va descendre, mais aussi d'autres outils. Et là, je vous invite, alors là, très clairement, pour donner la suite vraiment d'une contribution extrêmement concrète, le 6 décembre, allez au Grand Palais. Le 6 décembre à 15h, il y a le lancement d'un outil qui s'appelle ETI Carbone. Et en particulier ETI Carbone Afrique, donc qui est porté par 3 institutions. Le fonds Saber Abrek, qui est le plus gros fonds africain d'énergie renouvelable par 15 pays africains. Ecosur Afrique, 40 projets carbone certifiés. Et la méthode de calcul développée par Énergie 2050, qui va être assez bien spécifiée pour le bâtiment, parce que très clairement, ça va faire du support, sachant que 50% du financement va aller sur l'environnement construit. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Ça commence à retenir déjà beaucoup d'attention. On a tous les médias qui nous sollicitent. Alors, donc ça, c'est une annonce très concrète d'un outil qui va être opérationnel là, avec du carbone certifié là. Et on a pris le risque à contre-courant, puisque plus personne ne veut faire du carbone aujourd'hui. Vous le savez, il vaut que 5 à 6 $. Très clairement, après Paris, je ne crois pas qu'il vaudra beaucoup plus. Mais néanmoins, nous, on est en train de créer un carbone, ce qu'on appelle dématérialisé. Et vous verrez, c'est un truc assez inédit. Et je pense que ça pourra très clairement soutenir tous les processus de décentralisation dans l'habitat pour aller au plus près des projets concrets dans des zones qui sont évidemment pas très attirantes pour les grands bailleurs parce qu'ils aiment bien les choses visibles et qui peuvent donner un sens à des projets portés par des communautés, par des structures associatives, voire pourquoi pas par des villes et pourquoi pas par des pays si demain ça commençait à grandir. Alors ça, c'est une solution très concrète et évidemment, on espère la partager avec le plus grand nombre, dont la voûte nubienne et d'autres, parce que ce sont des outils extrêmement opérationnels. Voilà, merci. Très bien, merci Stéphane, merci à tous les deux. Je voulais vous laisser la parole si vous avez des questions, parce que on a un petit comité, donc voilà, on est en petit groupe, on est en famille. Voilà, merci messieurs, je me présente, c'est M. Boubacar Ndiaye, je viens du Sénégal, plus précisément de la commune de Fatick, en fait. Alors, j'ai 2 préoccupations par rapport à ce que j'ai entendu. Je ne sais pas si je suis venu en retard ou pas. Mais ma première préoccupation, c'est par rapport à la contribution des architectes sur les types en fait, de maisons. C'est-à-dire que par rapport à notre environnement aujourd'hui, à l'ère où nous sommes, etc., est-ce qu'il est encore possible, en fait, je vois lieu de mettre en exergue donc, les architectes par rapport à la voûte nubienne par rapport à d'autres types de constructions pour que cela ressemble beaucoup plus à notre environnement quotidien en termes de maisons donc, pour les populations. La deuxième préoccupation, c'est par rapport à la durée, parce qu'à la durée de vie de ces bâtiments. Est-ce que réellement des études ont été réalisées en fait, pour montrer la durabilité de ce type de bâtiments par rapport au type classique que nous connaissons aujourd'hui? Ok, donc du coup je vois 2 questions. La question sur le rôle des architectes dans la voûte nubienne par exemple, et l'autre question qui est une autre question complémentaire sur la durabilité du bâtiment. Alors les architectes, nous la voûte nubienne, notre cœur de métier, c'est l'habitat populaire pour le plus grand nombre, sur lequel les architectes sont assez peu, pour ne pas dire pas impliqués. Maintenant, le concept est utilisé
sur différentes niches, habitat urbain, habitat institutionnel et communautaire, sur lesquels les architectes là ont un rôle tout à fait intéressant et important à jouer. Nous avons comme mission d'accompagner la filière complète sur l'habitat adapté, depuis les producteurs de briques, les manœuvres, les apprentis, les artisans maçons, les entreprises, mais aussi les techniciens bâtiments, les architectes, les bureaux d'études, etc. Et nous avançons dans ce sens-là, même si on ne perd pas de vue que notre cœur de métier, je le répète, reste l'habitat du plus grand nombre, dans lequel les architectes sont peu ou pas impliqués. Ça, c'est sur les architectes. Donc, ils sont bienvenus. Et pour prendre, moi, je parle le concept de voûte nubienne, il appartient à ceux qui s'en emparent. Il est ouvert. Toute notre production d'intelligence, de connaissances, d'expérience est au service de tout le monde. Ça, c'est une position. Et puis, sur la deuxième question, la durabilité. Alors, les plus anciennes voûtes nubiennes ont 3500 ans, toujours debout, Ramesseum de Luxor. La terre est chimiquement stable, elle n'a pas de décomposition remarquable, contrairement au bois, à l'acier et même au béton qui se désagrège chimiquement. Le problème de la terre, c'est les érosions dues aux pluies. Donc deux familles de réponses, soit des entretiens, et dans un habitat populaire, on sait, avec des crépissages réguliers tous les 1, 2, 5 ans, et puis soit avec des propositions techniques où là on va utiliser le ciment, le béton, le goudron, la pierre même, pour protéger les surfaces extérieures, pour protéger l'enveloppe du bâtiment. Et là, on est sur des durabilités qui sont tout à fait égales à ce qu'on trouve dans l'habitat classique. Voilà, j'espère avoir répondu. Bonjour. Par rapport à la vidéo sur la voûte nubienne, je me demandais si les constructions pouvaient avoir lieu dans des densités urbaines assez fortes, parce qu'on en a vu des constructions surtout dans le rural. Et après ça, j'aurais aimé savoir si vous soutenez les agriculteurs pour éviter cette migration urbaine avec justement ces constructions. Ok. Dans des tissus urbains très denses, dans lesquels le béton a permis une densification importante en étage, en largeur, en hauteur, comme ça, là où il n'y a plus de terrain, là où il n'y a plus la capacité à appréhender un chantier dès le départ, pour moi, non. La voûte nubienne n'est pas adaptée. Sur la presqu'île du Cap-Vert à Dakar, pour moi, la voûte nubienne n'est pas adaptée. Donc ce n'est pas une panacée, un miracle définitif dans tous les cadres. Vous allez à une ville comme Thiès, par exemple, deuxième ville du Sénégal, 600 000 personnes. Alors, vous avez toute la périphérie de Thiès dans laquelle la voûte nubienne est adaptée. Vous avez certains quartiers qui sont encore avec une urbanisation assez ouverte. Et là encore, on pourrait construire. Puis vous avez des quartiers populaires dans lesquels il y a énormément de construction. Et là, clairement, non. Donc, pas forcément vrai partout. Puis après, il y a d'autres endroits où, parce que la pluviométrie ou bien la manque de ressources en matériaux, éventuellement, pourrait empêcher qu'on... voilà, mais ça reste les lieux sont encore très considérables où on peut construire. Quant aux questions d'économie, il est évident que si vous ramenez aux paysans des activités de contre-saison comme la maçonnerie, un habitat de qualité, une économie renforcée parce que le coût de l'habitat est réinjecté dans les économies locales, vous allez, pour une part, favoriser un bien-être et une économie locale et donc un petit peu moins pousser les gens à partir. Il faut savoir que les métiers du banco, de la terre, sont des métiers de paysans. On peut même imaginer que des paysans vont travailler en ville ou dans des périmètres urbains et puis reviennent vers chez eux avec un peu de moyens financiers leur permettant une vie plus complète. Voilà ce que j'aurais tenté de dire. Une autre question, allez-y, sentez-vous à l'aise. Moi j'en aurais une peut-être. Thomas, peut-être insister un peu plus justement sur les questions d'enduit, sur les questions de crépissage. On ne peut pas mettre n'importe quoi sur une terre qui doit respirer ou qu'on imagine devoir effectivement respirer pour retraduire tous les effets bénéfiques de cette perspiration des murs. Mettre du ciment, ça peut paraître bizarre. C'est quoi l'intérêt? Alors moi, les maisons qui respirent, je veux bien.
c'est quand même des concepts assez de chez nous, de gens qui ont le temps de réfléchir et de penser comment est-ce que les maisons vont respirer. La question, d'abord, c'est comment les gens qui sont dans les maisons vont respirer. La réalité aujourd'hui, c'est 500 millions de gens qui vivent sous des tôles. C'est cette respiration-là qui m'intéresse. Si on avait aujourd'hui, par exemple, des chaux en Afrique, des chaux aériennes, à ce moment-là, on aurait effectivement des enduits beaucoup plus intéressants parce que permettant des échanges thermiques ou hydriques plus importants et effectivement plus de respiration des murs. Mais on n'a pas de chaux. Donc on va faire avec ce qu'on a. On a le ciment, on va utiliser le ciment, ce qui est totalement interdit chez nous. On ne fait pas d'enduit en ciment. On fait des enduits, des bâtards avec éventuellement un peu de ciment, mais surtout de la chaux, des chaux. Mais là-bas, il n'y a pas de chaux. Donc, à moins, on ne va pas attendre qu'on ait révolutionné le business du ciment en Afrique. On va d'abord utiliser du ciment. Puis peut-être, on va en même temps aller voir Lafarge ou d'autres, puis leur dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des ciments un peu moins dosés, des bâtards, des chaux qui permettraient des enduits plus intéressants au niveau technique. Voilà une réponse. Mais attention à tomber dans le piège d'une espèce d'absolu en termes de solution qui nous fait nous éloigner des réalités de la solution. Le plus important, c'est quoi? C'est qu'on ait des maisons qui respirent ou c'est qu'on ait 500 millions de gens qui, peut-être dans 30 ans ou 40 ans, auront une alternative à la toiture de tôle sous laquelle ils ne respirent pas. Voilà. Je remets ça parce que souvent, il faut faire attention à ce genre de petits pièges esthético-intellectuels dans lequel il y a un danger. Maintenant, la question mérite d'être posée. Non, mais c'est le genre de questions qu'on a souvent. Il y a une autre question qui revient souvent, c'est mais les gens, ils n'en veulent pas de la terre, ils ne veulent pas revenir à la terre. C'est pour ça qu'on fait des maisons où les gens ne savent pas qu'il y a de la terre. Vous voyez cette maison qui est là, on a été obligé de rouvrir un endroit de l'enduit pour qu'ils voient qu'il y avait de la terre dedans. Parce qu'ils ne savaient plus. Ils disaient, mais non, c'est pas en terre, vous voyez bien que... Donc, et puis, là, à nouveau, de quoi s'agit-il? Les gens veulent ou peuvent? Si les gens veulent du ciment, et ils ont qu'à prendre du ciment. Sauf que la réalité, c'est qu'ils ne peuvent pas. Or, la question, est-ce que vous êtes plutôt sur du vouloir ou sur du pouvoir? Les 500 millions de gens qui dorment sous la tôle, ils ne peuvent pas faire autrement. Ce n'est pas qu'ils veulent, c'est qu'ils peuvent. Donc ceux qui veulent, tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux, mais travaillons pour ceux qui ne peuvent pas ou qui peuvent. Oui, la parole. En fait, ça me permet de poser la question du financement, parce que vous dites pour les 500 millions de personnes qui vivent sous la tôle, donc ça, c'est une question de vouloir. Maintenant, si, en fait, est-ce qu'il y a quelle solution adopter pour le financement, en fait, pour amener ces gens qui vivent sous la tôle à vivre donc sous la voûte nubienne? Et d'autre part aussi, est-ce qu'il existe un type de partenariat public-privé? Parce que moi, je représente ici la collectivité locale. Aujourd'hui, je suis chargé de l'urbanisation donc au niveau de mon terroir. Je suis chargé en fait de créer donc de susciter donc en fait l'urbanisation, les logements, l'accès aux logements, etc., aux services sociaux de base, etc. Est-ce qu'il y a ce type de partenariat public-privé qui peut être mis en place donc avec les collectivités locales pour répondre aux besoins donc d'habitat donc décent pour les populations? Donc, par exemple, vous, en tant qu'acteur institutionnel, on va vous proposer d'utiliser des moyens financiers que vous aurez, vous, que vos partenaires, etc., que vous avez à disposition pour la construction de bâtiments institutionnels. Salles de classe, maisons de maître, dispensaires, bâtiments de stockage, que sais-je. Ces bâtiments-là, on va vous proposer de les construire plutôt en voûte nubienne. Là-dessus, on va faire de la formation professionnelle d'artisans locaux qui vont s'impliquer. Donc, vous allez avoir une réduction des coûts. On va pouvoir avoir un portefeuille de financement. On aura du financement formation professionnelle. On aura du financement coût de l'habitat basique. On peut avoir des financements de développement à côté. Et on aura comme ça une première génération de maçons formés et une première série de bâtiments témoins. Et puis, à côté, sur le bâtiment privé, on va utiliser le financement qu'auraient mis les gens, soit sous forme de cash, soit sous forme de main-d'œuvre eux-mêmes, pour construire leur propre maison.
Et c'est ce que je propose aujourd'hui. On va rajouter des mécanismes de financement, subventions ou microfinance subventionnées. Et même sur ces bâtiments-là, on va aussi faire de la formation professionnelle. Donc le partenariat public-privé, il va se construire aussi dans la capacité qu'on aura à engager des artisans, des entreprises et les pousser dans ce sens-là. Vous, collectivité, vous avez un rôle très important. Pourquoi? Aujourd'hui, au Sénégal, les entrepreneurs de bâtiments sont d'abord des commerçants. Ils vendent de l'acier, ils vendent du ciment, ils vendent du sable, ils vendent du transport, ils vendent le travail de tâcheron qu'ils ont pu acheter parce qu'ils ont des moyens, parce qu'ils ont du stock, etc. Et la voûte nubienne ne les intéresse pas. Leur business n'est pas dedans. Si vous, collectivité, vous dites, moi je fais un appel d'offres, mais moi les 10 dispensaires qui vont être dans la commune de Fatick ou comme ça, ils seront en voûte nubienne ou rien. À ce moment-là, il y a 9 entreprises qui vont dire non, mais il y en a un qui va lever le doigt et qui va voir qu'il y a un business. Et là, de nouveau, on rentre dans une stratégie dans laquelle le public oblige le privé à s'impliquer dans une démarche. Et puis petit à petit, les habitudes vont prendre, les qualités des bâtiments, le savoir-faire local va petit à petit, mais on est sur des décennies de travail avancé. Donc oui, un partenariat public-privé avec une incentive forte de la part des acteurs. Et on est à votre disposition à Fatick. On a déjà construit sur la commune de Fatick, donc à Bambey. On est à votre disposition, à côté de Bambey, on est à votre disposition pour avancer ensemble. Et est-ce qu'il y aurait une autre question? Ou sinon, moi, je peux en poser une. Il y a quelqu'un ce matin qui me disait bah, moi, je veux bien construire, je veux construire un lycée à Ouagadougou, mais voyez, je dépose les permis et on me dit moi, je ne peux pas construire, je suis obligé de construire en béton. Peut-être Stéphane aussi ou Thomas sur le lobby à faire pour travailler sur les normes et sur les codes. Toutes les questions dont on parle, c'est des questions qui malheureusement touchent un bouquet d'acteurs. C'est ça la complexité de l'environnement construit dont on parlait tout à l'heure. Et il est clair que la formation, le renforcement de capacité doit être là aussi, parce que ce n'est pas simplement parce qu'il y aura une décision verticale. Et je reviens à ce que tout à l'heure Thomas disait sur la question ou même Antoine, sur la question du ressenti par rapport à la terre. Il y a aussi un travail en Afrique, puisque au Sénégal en particulier, il y a aussi des maisons qui ont été faites par des particuliers en terre, et qui du coup, en particulier à Dakar, demain elle sera présentée, puisque je vois que vous avez le badge parti. Je crois qu'on est ensemble voilà, avec El Jai, donc vous serez avec nous. Et très clairement, cette personne-là est en train de faire un plaidoyer pour changer l'image de la terre. Parce que comme c'est du logement populaire, il y a une image de pauvreté associée à la construction en terre, alors que tout le paradoxe, c'est que dans nos latitudes, la maison en terre, dès lors qu'elle est faite avec des matériaux particuliers, c'est plus un signe d'excellence environnementale. Donc ça aussi, il y a un travail à faire, à la fois sur les normes, mais aussi sur peut-être la manière dont on va communiquer pour éviter toujours cette espèce de liaison entre pauvreté versus terre. Donc formation, pourquoi pas prescription. N'oubliez pas que vous avez un pouvoir, même quand la décentralisation n'est pas forte, vous avez un pouvoir de zonage, vous avez un pouvoir, vous les élus, de prescription, au-delà même du cadre national. On sait qu'au Sénégal, vous êtes en train de faire une réglementation thermique du bâtiment. Honnêtement, la construction en terre, il n'y est pas dedans. Très clairement. Vous avez le projet TIFA sur les matériaux naturels d'isolation, mais pour l'instant, et on connaît très bien Baquet, Watt, on travaille avec ces gens-là, très clairement, elle n'y est pas dedans. Alors, il y aura un besoin de prescription, mais avant qu'on mette une réglementation thermique ambitieuse versus nationale, vous, les maires ou les élus, vous avez ce pouvoir de magicien de planifier votre territoire et pourquoi pas choisir des zones où vous allez dire on va encourager des zones pilotes pour construire des îlots en terre. Vous voyez, ça, c'est une vision qui peut être assez intéressante et qui, du coup, demain, pourrait être monitorée par des gens un peu techniciens qui vont pouvoir montrer la performance à la fois sanitaire, la performance énergétique et la performance en termes de qualité de vie et aussi de revenus, de coût social. Voilà. Donc ça, c'est des idées, mais évidemment, c'est des sujets qu'on ne peut pas traiter tout seul. Il va y avoir une combinaison d'acteurs parce qu'on a tous des compétences croisées et chacun doit être dans son rôle parce que sinon, ça va créer évidemment des choses qui seront hors sol. Voilà. Donc oui, pour répondre à la question, mais on a besoin d'une réelle complicité d'acteurs. Voilà. Et les élus, vous avez un rôle vraiment énorme. Aujourd'hui, sur le lycée, vous pouvez construire. Les normes aujourd'hui au Burkina Faso n'indiquent pas de question de matériaux. Ils vous indiquent des volumes. Une salle de classe doit faire 7 mètres sur 9 mètres 50, point barre. Si vous la faites, nous, on a construit des salles de classe au Mali, au Sénégal et au Burkina, ça passe. Donc on fera un lycée aussi. Sur les questions de la terre, on dit est-ce que les gens en veulent ou en veulent pas. Moi, je vous dis, dites dans une région, au Mali, une région rurale, on va vous donner 30% de votre bâtiment, cadeau. Vous allez voir que les gens ne vont pas se dire « Ah, j'aimais le ciment ». Ils vont tous adorer la voûte nubienne. Trouver les moyens d'accélérer les process.
on dit, ouais, les gens n'aiment pas ça. Puis en même temps, on a 30% de croissance du marché. Quel marché fait 30% de croissance? Pas tant que ça. Donc c'est plutôt de trouver des moyens d'incentive. Après, c'est vrai qu'il y a des blocages, mais de toute façon, on ne touchera pas tout le monde. Il y a une espèce le phénomène des champions. Qui sont les premiers qui vont prendre les initiatives? Qui sont, que ce soit les artisans, que ce soit et c'est eux qu'il faut pousser en avant. Et petit à petit, les champions feront des émules. Aujourd'hui, quelqu'un qui possède une voûte nubienne, vous savez son principal problème? C'est les gens qui viennent visiter chez lui. Ils en ont marre de tous ces gens qui viennent chez eux. Parce que, voilà, chaque jour, quelqu'un, fabuleux. Puis il y en a qui ont écrit, même à Thiès, il y en a écrit, pas de visite. Il a écrit en gros sur le mur. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Et puis, les choses vont très vite. Il y a 15 ans, ici, 20 ans, certains matériaux étaient considérés, comme tu le disais, Stéphane, comme dérisoires. Aujourd'hui, c'est les trucs les plus chers. Moi, je vous dis une chose, dans 20 ans, les solutions dans lesquelles, que ce soit la voûte nubienne ou celle de monsieur l'ingénieur, on utilisera de la terre, seront des choses qui seront mises en avant et qui vont grandir. Voilà. En fait, c'est pour vous dire que nous sommes ici, aujourd'hui à la COP21, c'est pour faire la promotion en fait, de l'habitat, de ce type d'habitat. Et au niveau de Fatick, nous avons avec M. Diop, comme vous l'avez dit, qui a déjà construit une maison R+1, voilà, comme nutrice, comme école, etc. Et nous avons un projet ensemble de construire une cité écologique à Fatick. Alors, donc, une cité donc, de 20 logements écologiques, totalement écologiques à Fatick. Et nous, en ce qui nous concerne, nous avons déjà fait tout le nécessaire en termes de limitation, d'affectation d'espace, etc. Donc, c'est pourquoi je posais tout à l'heure toutes ces questions pour voir un peu, parce que nous y sommes déjà. Donc, avec des partenaires pour la réalisation de cités écologiques, pour la promotion de ce type d'habitat, qui du reste nous conforte dans notre position que demain, ce sera la maison donc, du devenir, de l'avenir dans nos contrées. Merci. Oui. Je voulais vous poser une question, justement, vous qui représentez l'urbanisme. Est-ce que vous avez un défi aujourd'hui sur le fait que vous n'avez pas assez de propositions ou par exemple trop de propositions qui sont liées à l'habitat, à l'assainissement, à l'accès à l'énergie, qui ne seraient pas clés en main? Est-ce que c'est des choses qui sont un défi pour vous? Par exemple, est-ce que c'est intéressant pour vous d'avoir un seul intervenant qui vienne vous dire, écoutez, moi je vous propose une solution pour le lotissement, la viabilisation des terrains, la construction, les systèmes d'électrification, l'assainissement, même si c'est plusieurs opérateurs derrière, est-ce que c'est quelque chose, un défi ou quelque chose que vous attendez ou pas? Ah ben, mais tout à fait. En fait, c'est quelque chose que nous attendons dans la mesure où, en fait, dans nos terroirs, généralement, on n'a pas cette spécialisation, en fait. Quand je parle au niveau des techniciens donc, de la commune, de la collectivité locale, etc., nous ne sommes pas assez outillés donc, pour faire face à cette expertise. Donc, il faut s'ouvrir donc, vers d'autres types de partenaires, vers d'autres, pour un peu nous appuyer sur la technicité, donc sur la viabilisation des terres, sur les adductions d'eau, d'électricité, etc., et sur la construction. Aujourd'hui, il nous faut nous ouvrir par rapport à ça. Nous sommes dans des localités où la partie urbaine, en fait, le taux d'urbanisation est assez faible, très très faible, en majorité composée donc d'une partie d'une rurale. Et il nous faut aujourd'hui donc essayer de nous adapter par rapport à cela. Il faut oser construire, en fait, faire appel à ces spécialistes, donc au niveau de l'urbanisme, de l'urbanisation, au niveau donc de l'aménagement du territoire, au niveau donc des addictions, en fait, des services sociaux de base. Donc il faudrait quand même qu'on puisse s'ouvrir à d'autres pour pouvoir en réalité donc faire face au développement de nos villes. Ok, merci. Allez-y, n'hésitez pas, hein, c'est un atelier qui se veut ouvert. Je vois des messieurs là-bas. Est-ce que vous voulez intervenir? Bonjour, je m'appelle Amirou Sako, je viens du Mali. Je suis là au compte de Rezad. Bon, la technologie présentée vraiment est très intéressante et elle existe bel et bien au Mali. C'est pour appuyer monsieur. Mais nous avons eu à constater dans les zones à forte pluviométrie quelques petits problèmes. Et qui fait de telle manière que quand la pluviométrie atteint les 1000 mm, 1200 mm, souvent, en tout cas,
ce que nous avons vu, nous on appelle ça en Bambara Bribleniso, c'est-à-dire la terre, la maison faite à partir de briques rouges. Mais présentement même, il y a eu des maisons sociales qui ont été construites à Bamako, à la rentrée d'un quartier Samanko, où on a attribué ça aux gens, mais maintenant on voit que les gens sont en train de les crépir en ciment. Bon, je ne sais pas si c'est la qualité du banco ou c'est la qualité du matériel. Je ne suis pas architecte, je ne suis qu'un petit ingénieur agroforestier. Donc vraiment il y a ce problème, ce défi au Mali, vraiment qu'il faut voir. Mais en milieu rural, dans les zones où la pluviométrie est faible, comme Mopti, en montant vers Tombouctou, vers Truc, vraiment on a vu des maisons comme ça, avec une dureté vraiment inexistante à l'interne. Mais je voulais poser la question de savoir quelle est la durabilité de cette technologie. Une maison construite avec technologie peut atteindre combien d'années? Merci, avant d'être détruite, altérée. Oui. Bonjour. Moi, je n'ai pas bien suivi, mais je viens d'arriver. Mais je voudrais poser la question par rapport à la vulgarisation de cette technologie, parce que je viens aussi du Niger. Je vois à côté de vous un compatriote. Donc, ce que j'ai remarqué au niveau du Niger, il y a eu beaucoup de tentatives pour vulgariser la technologie construction sans bois. Il y a eu même des projets dans ce sens. Et depuis une quinzaine d'années, il y a un silence vraiment par rapport à la vulgarisation de cette technologie. Et vraiment, et puis la population n'a pas, ça n'a pas été, la diffusion n'a pas, on dirait, été acceptée par la population. Les gens construisent toujours comme avant. Donc, c'est cette question que je voulais poser. Est-ce que je vais répondre peut-être aux deux questions pour ne pas perdre le sens, si vous permettez? Si. Donc, d'abord, il faut savoir que d'autres projets ont travaillé avant la voûte nubienne au Burkina, au Mali, au Niger, et avec des approches techniques ou de développement qui n'étaient pas les mêmes. Les bâtiments dont vous parlez à Bamako, par exemple, ne sont pas construits par le programme la voûte nubienne. C'est pour ça que nous, on le voyait sur une image, voilà des bâtiments qui sont ou des bâtiments institutionnels, communautaires, ou des bâtiments urbains dans lesquels il n'est pas question de laisser une surface terre. Parce que la surface terre, ça veut dire l'entretien. Quand vous avez un dispensaire ou bien un bâtiment en ville, ce n'est pas les gens qui vont pouvoir crépir. Donc il faut amener des solutions d'enveloppe qui soient correctes. Et on a beaucoup travaillé là-dessus. Et aujourd'hui, on a, avec des surcoûts qui sont relativement modestes, qui sont de l'ordre de peut-être 10% du coût du chantier, on a une capacité à vous faire une proposition d'enduit durable, au moins aussi bon que n'importe quelle autre forme de construction. Ça, c'était une chose. Par rapport à la pluviométrie, excusez-moi de m'inscrire en faux. Aujourd'hui, nos régions où on se développe de très loin le plus, c'est les parties les plus pluvieuses du Mali, c'est-à-dire c'est Sikasso, Koutiala, Dioïla, etc. Donc les parties les plus au sud, et c'est là où ça fonctionne le plus. Même avec aujourd'hui jusqu'à 1200 mm de pluie, là, la voûte nubienne est garantie. Pour ce qui est du Niger et de l'approche de l'ONG Development Workshop, qui s'est appelé au Niger et au Mali Construction sans bois, CSB. Quelle est la grande... Nous, on les appelle nos oncles parce qu'ils ont ouvert la voie. La grande différence, deux choses. La technologie, nous avons choisi une technologie extrêmement simplifiée. Pas de coupole, pas de voûte et de coupole accolées, pas de voûte excentrée. Donc une voûte extrêmement basique, extrêmement simple et tout le temps la même chose. L'idée n'était pas de faire de l'architecture, mais l'idée était d'amener une solution pour le plus grand nombre. Et c'est ça, avec des toits qui sont des toits terrasses plats, dans lesquels la gestion des ruissellements est beaucoup plus facile.
Donc ça, c'était la différence technique. Ces constructions sans bois, c'était coupole, voûte, voûte excentrée, voûte accolée à des coupoles, avec des tas de points, des points d'infiltration pour l'eau. Et donc ça, c'était la différence technique. Et puis, nous, c'est l'approche de développement par le marché. On n'a pas commencé à faire des centres professionnels de formation. On a commencé tout de suite à dire, les maçons forment des maçons et vendent leurs bâtiments aux clients. Donc, une approche simple et une méthode de vulgarisation par le marché. Aujourd'hui, j'espère que ce sont les atouts de notre début de succès aujourd'hui et à voir le futur. Merci bien. Moi, c'est M. Akpadia Yaogan, je viens du Togo. Vous faites bien votre travail là-bas au Niger et au Mali. Mais justement, je voulais poser une question par rapport, je n'ai pas suivi peut-être le début de vos interventions. Je voulais voir quelle est la différence ou bien le taux de résistance de ces bâtiments, de cette technique par rapport aux autres, c'est-à-dire aux bâtiments qui existaient avant. Je ne sais pas si vous avez fait un petit calcul par rapport à ça. Et non seulement la résistance, il y a quelqu'un qui avait soulevé la question de la durée de vie. Bon, sûrement que le projet est jeune, mais quelle est la durée de vie de ces bâtiments sous ce nouveau modèle? Et on fait une garantie décennale, 10 siècles. Il n'y a pas de vieillissement. Les plus vieilles voûtes nubiennes, je l'ai dit tout à l'heure, 3500 ans, toujours debout. En Égypte, à Luxor, la terre chimiquement stable, vous n'avez pas de vieillissement. À moins que vous ayez une inondation, ou bien que vous laissiez vraiment les eaux de ruissellement, l'érosion des pluies abîmer pendant des décennies le bâtiment. À partir du moment où soit le bâtiment est protégé, soit il est entretenu, pas de vieillissement. Donc, voilà. La durée de vie, garantie décennale, il y a une durée de vie, les bâtiments, ils respirent, ils vivent, je sais pas, la durée de vie, c'est pas une durée de vie, c'est une garantie décennale, 1000 ans. Ok, merci. Par contre, le bois, lui, vieillit, pourrit, l'acier se corrode, voilà. Donc, la question, c'est vraiment comment on protège le bâtiment de l'eau, que ce soit la pluie ou que ce soit l'eau en périphérie qui peut effectivement menacer alors très sérieusement le bâtiment si le bâtiment a les pieds dans l'eau. Ok, moi ma question c'est de savoir si vous avez eu, il y a des entrepreneurs qui ont été formés en cette technologie au Mali. Première question. Deuxième question, il y a la politique d'habitat au Mali où il y a des milliards qui sont investis pour construire les logements sociaux. Est-ce si réellement vous avez des entrepreneurs qui ont cette technologie, la maîtrise de cette technologie au Mali, pourquoi ils n'ont pas postulé à ces marchés qui coûtent des milliards? J'ai répondu d'une certaine façon tout à l'heure en prenant l'exemple du Sénégal, mais c'est vrai au Mali aussi. Le problème des entrepreneurs, c'est qu'ils marchent sur quoi? Ils marchent sur, d'abord, avant d'être des entrepreneurs, c'est des gens qui font du business. Ils marchent sur le ciment, ils marchent sur l'acier, ils marchent sur le transport, ils marchent sur le travail des tâcherons. La voûte nubienne, en l'état, ne les intéresse pas. C'est pas un business pour eux. C'est aujourd'hui des petits artisans très informel. On rappelle que le cœur du programme aujourd'hui, c'est l'habitat pour le plus grand nombre, l'habitat paysan, l'habitat de monsieur tout le monde. Et les entrepreneurs ne sont pas là-dessus. Nous avons notre présence ici et la conversation qu'on a avec les élus, avec les décideurs, qu'ils soient politiques. On est avec le ministère de l'Habitat, le ministère de l'Environnement au Mali dans des discussions. C'est justement pour passer maintenant à la vitesse supérieure. Comment faire que sur la centaine de maçons qui sont formés au Mali, certains formalisent leurs activités. Comment faire pour qu'il y ait des appels d'offres qui soient spécifiques sur la voûte nubienne? Par exemple, là, on est avec un projet sur commencer une série de bâtiments de construction habitat social. Alors, on en ferait d'abord 2 pour valider l'ensemble du process, puis 10 pour commencer à former 2 entreprises, puis 20, etc., monter en puissance. Mais pour ça, il faut une volonté politique. Notre présence ici à la COP et le travail qu'on fait depuis plusieurs années auprès des acteurs politiques fait partie de ça. Mais c'est extrêmement difficile de faire bouger les lignes. Voilà. Mais la volonté est là, allant exactement dans le sens que vous dites. D'autres questions, allez-y, hein, sentez-vous libre. Moi, j'en aurais une, du coup.
Thomas, comment est-ce que tu imagines le développement sur d'autres pays, justement pourquoi pas le Niger demain? Plus nous avançons, plus on voit ce qu'on a fait en 15 ans au Burkina Faso, on aimerait pouvoir le faire en 5 ans, 7 ans dans un autre pays. Il nous faut aujourd'hui, au regard de notre expérience, de nos propositions techniques, de notre capacité de communication, de la considération que les politiques ou peuvent avoir pour nous, de tout ce qu'on a été récompensé, de ce qu'on a accompli, etc. Nous voulons de plus en plus rentrer par le haut. On ne veut pas commencer un travail comme on l'a fait au Burkina et au Mali en passant 15 ans à travailler avec les paysans. On veut en même temps faire ça, mais en même temps avoir le plus rapidement possible l'intérêt de l'État, de ses ministères, etc. Et on voit que ça avance. Au Sénégal, ça fait 5 ans qu'on est là et on est déjà en train de discuter un budget avec des fonds de GEF pour 1,5 million d'euros. J'ai été une semaine au Bénin. En une semaine, j'ai rencontré le Premier ministre, le ministre de l'Habitat, le ministre de l'Environnement. En l'espace de 4 jours, ils m'ont tous reçu. Donc on voit qu'il y a une accélération de la capacité de conviction, je dirais, d'AVN. Et c'est ça qu'on veut mettre au service de l'ouverture de nouveaux pays pour accélérer les modes de duplication. Voilà. Profiter d'expériences qui a été faite au Burkina, au Mali, pour amplifier ces phénomènes sur d'autres pays. On parlait de financement tout à l'heure, peut-être quelques mots sur le crédit habitat. En quoi le crédit habitat pourrait se développer et serait particulièrement adapté à la diffusion d'une solution comme la voûte du Maine ou comme celle de monsieur Thomas? On sait aujourd'hui que la microfinance est un des outils majeurs du développement. Elle a été et elle reste l'outil pour des produits, des produits générateurs de ressources. Notre idée, c'est de l'amener vers l'habitat. On a des programmes qui tournent déjà au Burkina Faso. La capacité des paysans à produire une partie du bâtiment eux-mêmes permet une sorte d'épargne. Vous amenez une partie du financement par vous-même, par votre travail. Et les réseaux des caisses villageoises sont des réseaux idéaux pour ça. Ce sont souvent des gens qui sont organisés, qui sont entreprenants, qui sont visionnaires, plus que d'autres. Et donc, s'appuyer sur ces réseaux et sur ces mécanismes est une... Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment, pour le plus grand nombre, il n'y a pas de proposition de finance, de bancariser des actions. Alors qu'en Europe, on n'imagine pas d'acheter une maison comptant. Personne ne va acheter son appartement ou sa maison comptant. Il faut donc absolument... On voit bien à quel point le travail des banques, et les IMF sont à leur façon des banques, et le monde et la croissance de l'habitat marchent ensemble. Il est important aujourd'hui de faire matcher la microfinance, mais ça peut être autre chose. La BMS, Banque Malienne de Solidarité, pourrait être un acteur très intéressant aussi, parce que ce n'est pas que de la microfinance, ça peut être une finance avec de la subvention, crédit à 0% pour l'habitat adapté. Voilà un slogan qui marcherait. Pourquoi est-ce que nous, les Occidentaux, on a du crédit à 0% pour changer nos fenêtres ou nos toitures, pour des questions d'atténuation et d'adaptation? Et pourquoi est-ce que les Africains qui vont prendre de plein fouet ces problématiques n'auraient pas ça? Mettons en place un produit de microfinance subventionné à 0% ou à 1%. Vous allez voir comment ça va bouger. Merci. Pour conclure et revenir sur le sujet climat, une autre question, mais juste une rapide. Oui, c'est par rapport aux microfinances dont il a fait allusion tout de suite. Bon, effectivement, ce qu'il a dit, c'est vraiment pertinent. Mais comme il a dit, il faut une volonté politique. Et cette volonté politique, il faut qu'eux-mêmes revoient leur politique de plaidoyer. Comme il a dit, il y a eu une première phase de cette technologie et c'est la deuxième génération. Donc si cette deuxième génération s'avère très pertinente, je pense qu'ils doivent déployer des efforts auprès de nos gouvernants, de nos décideurs politico-administratifs
pour pouvoir que cette technologie soit prise en compte et que les banques puissent s'engager à le faire. C'est ce que je voulais ajouter, point. Voici un manifeste signé par les grands de ce monde. Nicolas Hulot, qui sera à côté dans quelques instants, l'a signé. L'ancien Premier ministre malien Moussa Mara l'a signé. Le ministre de l'Environnement sénégalais l'a signé. Le Premier ministre béninois l'a signé. Le ministre de l'Environnement béninois l'a signé. Michel Rocard, ancien Premier ministre, l'a signé, etc., etc. Donc c'est exactement dans le sens de ce que vous dites. Nous sommes là-dedans, mais là aussi, c'est un boulot qui est en plus, une fonction en plus, des démarches, des trucs. Mais voilà, on avance. Merci. Bonjour monsieur, merci pour la conférence. Tout d'abord, toutes félicitations pour le peuple et pour le président pour les élections de Burkinabé. Ce week-end-là, respect. Patrie ou la mort. Bon, merci déjà, c'est le premier pas de la grâce. Alors, une question qui s'est été posée tout à l'heure. Ils disent que le gouvernement de Burkinabé, ils sont pour le béton, ils sont contre le bois. Il faut qu'ils se mettent un petit peu sur des maisons écologiques en bois, plus rapides, moins de coûts et plus high-tech. C'est plus noble et ça consomme moins d'énergie. Et secondo, il faut qu'ils travaillent avec les panneaux solaires. Et vous parlez sur le microcrédit, peut-être microcrédit à des familles qui peuvent le toucher, d'autres non. Il faut qu'ils mettent un instrument financier qui s'appelle crowdfunding. Ça peut aller trop vite et ça peut développer pas mal de choses. Voilà, merci pour tout. Merci pour ces idées. Juste, je voulais poser la question à Stéphane Poufari et pour conclure et ouvrir la voie sur des solutions. On parle de finances, ici on parle aussi de finances climatiques. En quoi cet outil, la voûte nubienne, on a diffusé un nouveau document sur les économies carbone permises par la voûte nubienne, et notamment la majorité des économies qui sont permises sur l'utilisation du bâtiment lui-même par rapport au comparatif le plus direct, qui est la maison en dalle béton, si on regarde les critères de qualité, de durée de vie, de toit terrasse, etc. On économise 20 tonnes par exemple pour un bâtiment de 25 mètres carrés sur 30 ans. En quoi un outil comme celui que vous proposez pourrait permettre d'appuyer justement par exemple des outils de financement et de subvention pour accélérer le marché de la voûte nubienne? Alors, parce que tout d'abord, quand on parle de finance climat, il y a souvent une espèce d'incompréhension. C'est que la finance climat, si on veut de la vraie finance climat sur du carbone certifié, très clairement, il faut qu'on démontre la réalité de la réduction de la tonne. C'est clair? Donc ça, c'est toute la schizophrénie et la complexité du système, d'où il y a très peu de projets qui touchent à l'environnement construit. On parle du bâtiment là aujourd'hui, mais c'est pareil pour les villes. Il y a des mécanismes qui commencent à se mettre en place, mais très clairement, c'est assez complexe et il n'y a que quelques projets qui très vite reviennent sur du sectoriel. Pour être clair, on fait un AMA-ville ou un MDP-ville, un mécanisme de développement propre, et très vite on arrive sur du transport, de l'éclairage ou des panneaux solaires thermiques sur du bâtiment, parce que c'est complexe, il n'y a pas de méthodologie qui prenne l'intégralité du processus. Pour ceux qui ne connaissent pas, il faut que vous ayez une situation de référence. Donc en clair, il faut que vous soyez sûr du profil d'émissions de gaz à effet de serre du bâtiment classique. C'est clair? Vous allez mettre une solution différente qui va être voûte nubienne ou autre, avec énergie renouvelable, efficacité ou ce que vous voulez. Vous allez ensuite toujours pas toucher un crédit carbone parce que vous allez devoir ensuite le mettre en œuvre et enfin faire fonctionner votre bâtiment pour qu'une tierce personne vienne confirmer la réduction des émissions que vous avez produites par rapport à votre aménagement. C'est clair pour tout le monde? Donc ça, c'est le financement climat tel qu'il est défini sur du climat classique. Donc aujourd'hui, on voit bien que ces outils-là sont intéressants, peuvent permettre un certain type de programme ambitieux, puisqu'on peut faire de l'échantillonnage de bâtiments. On n'est pas en train de prendre un bâtiment par un bâtiment, mais on voit bien qu'on a besoin d'outils qui ont une certaine flexibilité, mais qui vont avoir aussi une composante sociale forte. C'est clair pour tout le monde? Et cette composante sociale, l'outil éthique carbone, va se centrer dessus en donnant une valeur économique à un carbone de référence beaucoup plus bas. Et c'est cette valeur-là qui va nous permettre d'aller sur des mesures d'adaptation qui, elles, on sait qu'il y a une trajectoire de réduction des gaz à effet de serre, mais bien évidemment, on n'est pas dans la mesure de l'épaisseur du trait, parce que très clairement, on prend une maison voûte nubienne, c'est extrêmement difficile, il faudrait la suréquiper de capteurs pour être sûr de sa réalité de réduction. Et même si après on extrapole avec des méthodologies qui existent,
c'est les POA, pour ceux qui connaissent, c'est les programmatiques. On a le droit de le faire, il y a des méthodes officielles. On voit bien que c'est très complexe. Donc aujourd'hui, on a besoin d'outils qui, au-delà des outils classiques, qui peuvent être la microfinance, le financement institutionnel, le partenariat public-privé, le don, tout ce qu'on peut imaginer, la subvention, tout ce que vous pouvez imaginer qui peut être un bouquet qui est nécessaire. Il y a aussi un autre type de bouquet dont vous parliez d'ailleurs, monsieur, qui vont mélanger un peu tout ça, qui vont être un financement, j'ai envie de dire, éthique, et d'ailleurs, c'est le nom qu'on a retenu. Éthique, pourquoi? Parce qu'on va vouloir donner une valeur économique à une approche de vertu qui peut ne pas être que environnementale ou climatique. Et en l'occurrence, dans le cas d'éthique carbone, c'est cette valeur-là qui nous intéresse, parce qu'elle va nous permettre de faire des projets réduits, réels, adossés à des certificats d'émissions réduites, comme on dit, mais aussi à côté de ça, des projets d'adaptation qui sont beaucoup plus complexes. Et nous, on veut se concentrer entre autres sur l'habitat, parce que très clairement, c'est un secteur, je l'ai dit, vous n'étiez pas là au début, mais très clairement qui est parmi les plus grosses sources d'émissions. Si on prend l'environnement construit, on a encore plus. Donc on voit bien qu'on doit trouver un moyen de toucher cette cible et qu'il va falloir qu'on ait un bouquet de solutions, parce que quelle que soit l'approche, une approche ne sera pas suffisante. Voilà. Il va falloir toucher à la réalité de cette diversité d'acteurs dont vous parliez, celui qui peut, et pourquoi pas la diaspora. Il y a vraiment tout un outil à utiliser qui est une intelligence d'acteurs, mais on doit quand même adosser nos approches sur quelque chose de concret. Parce que rien ne serait pire, et alors ça, c'est vraiment la base de notre approche à nous, en tous les cas, Énergie 1050 et j'imagine d'autres, c'est qu'on ne veut surtout pas témoigner d'une contradiction. On doit témoigner de la réalité de la vertu de ce que l'on peut proposer, qui va donner une confiance. Et pour finir sur la question du climat, qui est au cœur de l'accord de Paris, on doit créer cette confiance pour que dès lors qu'on va mettre en œuvre, on ait une espèce de trajectoire positive. Sinon, ça n'a pas de sens. Parce qu'on ne sera pas en capacité de mesurer l'intégralité du processus. Voilà. Donc ça répond un peu à tous ces enjeux, mais la finance climat, on ne doit plus la voir comme simplement quelque chose qui va témoigner d'une additionnalité. Il y a aussi cette vertu climatique qu'on doit prendre en compte et qui va créer un processus de transition. Voilà. Ça vraiment, mais c'est complexe pour ceux qui n'ont pas les mains dedans, mais pour ceux qui ont les mains dedans, je peux vous assurer, c'est presque une évidence. Parce que sinon, on va arriver à ce que nous on appelle des verrous. Et tout à l'heure, je l'ai dit, si vous n'agissez pas aujourd'hui sur un bâtiment, vous jetez la clé de votre verrou et dans 25 ans, vous êtes encore en train de pleurer sur votre facture énergétique ou sur votre inconfort dont parlait Thomas tout à l'heure, parce que la personne qui est sous une tôle, elle est quand même dans un inconfort. Donc même si elle n'a pas les moyens de sortir cet inconfort, on a créé quelqu'un qui vient d'avoir toute une chaîne de problèmes qui peuvent être sanitaires, qui peuvent être de qualité de vie, qui peuvent être même de, pourquoi pas, développer une activité économique. Et on voit bien qu'on n'est pas qu'en train de parler du bâtiment, très vite on ricoche sur autre chose, qui est donc le bâtiment social. Social au sens créer un lien social, pas par rapport à une catégorie de population. Alors je ne sais pas si je réponds, mais on voit bien que c'est véritablement quelque chose qu'on doit prendre dans l'approche systémique, et c'est ça qui a un sens. Merci. Une autre question. Merci beaucoup, Stéphane. Oui, bonjour, merci. Je voulais reposer encore une question par rapport au crédit en bâtiment. Je voulais voir si, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a une structure, est-ce qu'il y a cette possibilité d'avoir du crédit dans la construction de bâtiments durables comme la vôtre? Aujourd'hui, oui, mais uniquement dans des zones extrêmement précises du Burkina Faso, parce qu'on a deux partenariats avec deux IMF dans deux régions. Et par contre, comme sur des tas d'autres thématiques, AVN se trouve confronté aux besoins de ressources humaines, de financement de ces ressources humaines pour pouvoir mettre en place vraiment un travail de sensibilisation des acteurs, la recherche des fonds permettant de lancer, le suivi, l'accompagnement des maçons et des acteurs de microfinance pour que les choses se passent bien. Donc c'est quand même à soi tout seul. La problématique du crédit habitat serait déjà un programme. Or chez nous, c'est une des 7, 8, 10 problématiques périphériques qui entourent un programme, le cœur du programme qui est l'habitat pour le plus grand nombre. Voilà, donc mais ça avance, on s'y tient, on s'accroche. En fait, une des questions qui se pose par rapport à ça, c'est est-ce qu'on le fait nous-mêmes ou est-ce qu'on le fait avec des partenaires? Et vraiment, la question se pose, quoi. Récemment, on a rencontré des gens qui sont censés accompagner des institutions de microfinance qui nous ont gentiment envoyé promener en nous disant écoutez, franchement, nous, notre business model, c'est l'électrification ou c'est des trucs, c'est des réchauds améliorés. Enfin, voilà. Mais en fait, c'est la question de la capacité d'innovation sur le microfinancement lié à une nouvelle technologie qui est l'habitat. Donc finalement, peut-être que ça va être le faire nous-mêmes
parce que pour l'instant, en tout cas, on ne trouve pas des partenaires en face de nous qui nous disent des spécialistes quoi, de la microfinance, quoi, soit des institutions de microfinance, ou alors on va trouver l'AFD, par exemple, qui est une agence de financement, qui est une banque et qui va pouvoir nous aider. Mais là aussi, c'est des questions de... Si ça ne pèse pas 10 millions ou 11 millions, alors que ce qu'on a besoin, c'est un pilote pour pouvoir tester et puis après pouvoir dupliquer, quoi. Oui, c'est un très bon exemple des difficultés qu'on rencontre. D'abord, on a pensé, les caisses, les IMF, sur place, elles vont comprendre, c'est un produit de plus, elles vont le faire. Sauf qu'elles sont dépassées, techniquement, elles manquent de compétences, etc. Donc après, on s'est dit, les partenaires de ces IMF, ceux qui les soutiennent techniquement et qui amènent les financements, qui viennent souvent du Nord, vont comprendre l'intérêt. On est allé les voir, non, on ne sait pas faire, c'est pas on a déjà notre programme pour les 5 ans à venir. Et on en est aujourd'hui à dire, voilà, il va falloir qu'en interne, AVN développe une compétence spécifique de la microfinance habitat. Voilà, et ça devient, comme je l'ai dit tout à l'heure, une activité de plus. On va être obligé de conclure. Donc je vous remercie à tous pour cette participation. On a pu voir que le secteur de l'habitat était fondamental, mais insuffisamment mis au cœur des enjeux discutés sur la COP21. Demain, le 3, c'est le Buildings Day. Il y a le lancement de la Global Alliance for Building and Constructions, à laquelle AVN participe et contribue. Il y a aussi un side event donc demain à 11h15 à l'espace zone bleue au pavillon Europe, et avec Énergie 2050 toujours. Et également le 9, on vous retrouve ici aux espaces Génération Climat, salle 4, pour 1h30 de réflexion sur l'accélération de l'accès à l'habitat et les potentiels d'adaptation, atténuation du secteur habitat, avec plusieurs intervenants, des ministres, notamment africains, le Fonds vert, Énergie 2050, le GRS aussi qui témoignera de son expérience sur l'habitat bioclimatique, là sur une zone plutôt froide. Donc voilà, on vous invite à nous rejoindre, à nous laisser vos contacts. En tout cas, on vous remercie infiniment. Et